Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour un nouveau thème. Donc, comme à notre habitude maintenant depuis le Scorpion, on a deux vidéos qui vont venir ici se mettre en complément de tout ce défi ici que l'on travaille dans le sens de l'archétype, donc Verseau ici en particulier, et qui donc va nous permettre, en tout cas pour objectif, de nous permettre de changer de perspective par rapport au monde extérieur. Et donc on va avoir une première vidéo qui traite du mécanisme à proprement parler, donc se donner ici un point de référence pour ensuite pouvoir regarder son champ d'application le plus concret et donc le rapport évidemment ici à soi en passant par les autres d'une autre manière. Donc toujours sur ce même principe, ces vidéos sont un contenu qui n'a pas vocation à, on va dire, affirmer qu'il s'agit ici de vérité au sens le plus universel du terme. Ça vise ici à donner un angle de vue, alors qui est le nôtre évidemment, qui est le reflet de notre propre compréhension et donc qui aura pour effet, en tout cas c'est ce que nous souhaitons ici, de vous inspirer, donc de nourrir votre propre réflexion de manière à ce que vous puissiez vous positionner dans votre vérité. C'est vraiment ici l'objectif. Donc, deux vidéos qui sont publiées de fait le dimanche, avec une même introduction, et évidemment elles fonctionnent l'une avec l'autre. Donc on essaye de couper à peu près à la moitié, si vous préférez, et de bien distinguer le mécanisme de l'application. Les frontières sont rarement aussi minces, donc voilà, donc les deux en fait fonctionnent simplement sur un même thème général, avec un souhait ici d'en apporter une distinction qui est toujours un petit peu plus floue que l'objectif initial. On va donc se laisser ici porter, et donc par le thème ici que propose évidemment de travailler le Verseau, qui relève de fait alors de l'équité, puisque processus ici du Verseau, mais qui en réalité renvoie plutôt à l'idéologie, l'équité étant une application ici beaucoup plus individuelle de ce que cela va représenter. Donc on va travailler la définition de l'idéologie et puis ensuite on va regarder comment ça s'applique dans le monde ici le plus extérieur et donc comment on se laisse finalement ici impacter par cette notion qu'elle est représentée par l'idéologie. Donc voilà pour le menu de ces deux vidéos. Les commentaires sont ouverts pour que chacun évidemment ici puisse agir, réagir, interagir, partager son expérience. Et puis, si vous souhaitez voilà, partager notre contenu autour de celles et ceux qui vous entourent, n'hésitez évidemment pas à le faire. Le dimanche, c'est souvent plus simple que ne l'est finalement ici un travail de développement purement intérieur, comme on l'a sur le reste du contenu. Et évidemment, pour soutenir notre travail, les likes, ça aide voilà, à ce que finalement l'algorithme favorise ici notre publication à l'extérieur des gens qui nous connaissent, qui sont abonnés et qui ont donc l'habitude ici de suivre notre contenu. Si effectivement voilà, le cœur vous en dit, le partage d'expérience et l'interaction permet également, surtout dans les contenus du dimanche, ça permet voilà, d'opérer, on va parler de débat d'idées avec l'idéologie, donc c'est très à propos aussi dans cette introduction. On n'est pas nécessairement obligé de tout comprendre ou de tout finalement ici avoir le sentiment de savoir pour s'exprimer. Le débat d'idées, c'est le fait évidemment d'avoir chacun une opinion propre et d'être en capacité de la partager. Donc le partage impliquant qu'on peut ne pas toujours être d'accord ou avoir une autre conception ici des choses. Ce qui est important, c'est de savoir recevoir l'opinion ici de quelqu'un d'autre, non pas de s'en nourrir, mais de pouvoir ici donc s'en nourrir dans l'idée de s'accaparer quelque chose, mais au contraire de pouvoir équilibrer en fait ici sa propre vision du monde, tout simplement parce qu'elle est restreinte à ce que chacun peut voir dans son propre angle, et donc elle s'enrichit forcément ici des autres vérités qui coexistent quelque part ici avec la nôtre. Donc c'est en cela évidemment ici que ce serait potentiellement important que chacun finalement apporte sa propre compréhension de ce thème et puisse évidemment être en interaction avec les autres. Donc lire bien sûr ici les commentaires de tout à chacun. Et puis
Voyons évidemment ici ce que cela va donner dans cet ensemble d'opinions qui a la possibilité, en tout cas au travers ici de cette communauté, de s'exprimer. Voilà pour l'intro. Eh bien écoutez, je vous retrouve dans quelques secondes pour le thème de la semaine. Alors donc cette semaine, nous allons poursuivre évidemment ici la discussion dans la thématique ici que représente l'idéologie et donc plus largement l'intellectualisation, qui est une forme, alors que pas nécessairement opposée à l'intelligence, hein, c'est une manière évidemment ici d'utiliser finalement ici notre zone cérébrale, et donc à laquelle il y a évidemment ici une différence avec probablement ce que vous recherchez ici à quelque part concilier entre ce que vous ressentez et donc ici ce territoire plus intérieur et donc ce territoire évidemment ici extérieur. Donc évidemment il y a des choses qui sont faciles, c'est ce que l'on a pu ici travailler il y a 15 jours dans le sens ici du mécanisme. C'est important de comprendre qu'évidemment on marque déjà en fait ici cette distinction, donc chaque individu quelque part la connaît sans forcément la concevoir, mais en général cette distinction on ne la marque dans ce qu'il y a de plus évident. Et en rapport ici avec soi ou dans les situations, si vous préférez ici au quotidien, eh bien c'est bien moins évident et donc ça nécessite de s'interroger de façon beaucoup plus profonde et donc de s'interroger par rapport à soi bien sûr, mais également dans l'évaluation de notre propre interaction ici avec les autres. Donc on va repartir du point d'ouverture, cette semaine que l'on a fait il y a 15 jours, dans la différence entre avoir et être. Alors j'espère en tout cas que c'est ce qui peut vous permettre de saisir vraiment dans son sens le plus concret, et donc dans son application, hein, ensuite la plus concrète, c'est ce que l'on cherche ici à faire, de bien marquer ici cette différence par rapport à vous-même, en priorité. On est certes dans une vidéo qui nous permet d'aborder le monde extérieur d'une autre manière, mais ça passe par soi. C'est-à-dire que si vous-même, de votre côté, vous ne traquez pas, à partir de votre propre comportement, j'entends la différence ici de mécanisme entre avoir et être, eh bien, c'est plus facile certes de l'observer chez les autres, mais alors dans ce cas-là, vous allez chercher à avoir raison, en fait. Donc c'est pour ça que c'est véritablement ici quelque chose qui est important. On est dans la maison 11, dans le Verseau, dans sa maison d'origine en tout cas. Et donc, si cette différence était si simple à faire entre structure individuelle et collective, on ne serait pas en train de l'expliquer, on ne serait pas en train de l'étudier, ce serait déjà en place. Donc, si effectivement il est aussi important, peut-être pas de marquer la différence, mais de saisir en fait ici la portée de ce que cette différence en termes de projection peut créer entre avoir et être, c'est justement parce que cette place finalement que l'on prend d'un point de vue collectif, on la prend souvent malgré nous et on cherche beaucoup, je crois, souvent en tout cas, à avoir raison, même lorsque l'on n'en a pas conscience. Donc très important parce que ce sont vraiment les points d'appui principaux de ce mécanisme pour sortir de l'intellectualisation, pour pouvoir justement ici augmenter notre présence quelque part au centre de l'intelligence. Il faut vraiment ici travailler la différence entre avoir et être. Donc d'un point de vue évidemment ici pleinement individuel, et en appréciation, bien sûr, ici, du point de vue collectif. Mais on va le voir, et c'est pour ça que c'est très imbriqué, hein, dans le sens de la maison 11. Il ne s'agit pas ici de se dissocier, et ça, c'est très important. Il s'agit ici de, justement, se replacer par rapport ici au collectif, et donc d'avoir une altération ici dans notre propre mouvement, pour ensuite pouvoir évoluer de façon beaucoup plus harmonieuse, évidemment ici, avec l'extérieur. Donc avoir raison, on va revenir ici sur la définition, c'est le fait de chercher à prendre le dessus à partir de notre propre idée. Donc c'est notre propre système au départ ici de projection. Donc d'un point de vue, si on utilise le mot doctrine,
on voit tout de suite avec le mot doctrine, il y a vraiment cette idée d'emprise qui est consciente en fait. Donc c'est plutôt facile de regarder ici la doctrine, mais en fait cette doctrine elle est souvent le reflet d'un système qui est plus complexe et qui en fait au départ est regardé souvent du point de vue le plus exogène, donc vraiment ici extérieur à soi. Et donc c'est très facile ici de regarder ce que va signifier une doctrine dès lors que l'on regarde un fait de société, dès lors que l'on s'intéresse à la politique. Si on regarde aussi des choses qui sont un petit peu différentes de cette partie, on va dire, notre structure ici de société, donc la politique en fait partie. Mais globalement, voilà, je pense que si on prend la peine, en fait, quelque part, de regarder aussi tout ce qui va toucher le domaine de croyance, donc ici on peut regarder la partie religieuse, mais on peut regarder aussi des choses qui sont très doctrinales, quand on parle ici de mouvements sectaires, par exemple. Mais globalement, ça c'est évident, en fait. Il y a quelque chose ici qui relève de l'évidence. C'est facile de dire que ici, oui, il y a bien une doctrine. Quand effectivement on s'intéresse, par exemple, ici au domaine de la politique, on peut voir à quel point la politique est doctrinale, en fait. Et donc, dans la manière présente, actuelle, j'entends, ici, d'opérer, c'est de toute façon dans l'intérêt et globalement, je pense qu'ici, on voit bien ce phénomène ici se renforcer. Donc, on va vraiment regarder l'angle politique pour, ici, justement, ne pas avoir de forme de polémique. On voit bien que les personnes ici qui portent, justement, ici, cette notion de parti politique, par exemple, elle est extrêmement doctrinale. Même pour des points qui les relient, ils sont en incapacité, ici, de faire prévaloir l'intérêt des personnes en priorité de leur propre intérêt. Et donc je pense qu'avec le temps, et depuis maintenant quand même quelques décennies, c'était peut-être pas visible il y a 10 ans, mais enfin je crois qu'aujourd'hui dans la période actuelle, c'est plus que visible en fait ici. Et donc je connais peu de personnes finalement, à moins de vraiment pas du tout s'y intéresser ou de pas vraiment du tout observer, parce que ça va un petit peu au-delà de l'intérêt, ça peut être juste ici dans le fait de regarder. Je pense que voilà, alors on peut être soi-même dans une forme de doctrine, et puis on peut adhérer bien sûr, pourquoi pas, ici à une manière de concevoir, donc dans le sens d'un parti, on peut avoir une préférence, mais je crois que quand on est honnête ici avec soi-même, on voit quand même bien que du point de vue ici extérieur, donc quand on est à l'extérieur ici du mouvement politique, et quand bien même il y a des points qui pourraient nous intéresser dans l'une ou l'autre des doctrines, on voit bien qu'il est très difficile d'adhérer ici à 100% quand même ici à un programme qui nous est proposé. Parce que c'est évidemment très tourné dans l'avantage de ces individus qui représentent ici la doctrine. Donc il y a une amplification aujourd'hui dans ce phénomène qui est visible et étudiable évidemment ici dans le monde, mais au-delà de ce côté le plus évident, et qui peut être évidemment polémique. Donc, on ne va pas partir là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut partager l'information, on pourrait évidemment ici en débattre, mais ce qu'on cherche à faire, c'est quand même regarder le monde extérieur dans le rapport à soi. Donc, on doit pouvoir regarder ça comme un exemple qui finalement donne une forme de... ça consolide en fait ici le mécanisme, la réalité, si vous préférez, ici du mécanisme, le fait que c'est en place. Ça montre la contrainte, quand même ici, qui est exercée sur l'individu. Ça montre donc une structure collective difficile, évidemment, ici, de par son placement. Et c'est tellement présent que c'est compliqué. Aujourd'hui, je trouve que c'est compliqué d'être dans quelque chose d'alternatif. Mais justement, on va en parler parce que ça a du sens, en fait. Dans le fond, ça a du sens parce qu'il est important aussi que collectivement on puisse s'en rendre compte. Donc il y a quelque chose ici qui est dans la prise de conscience collective et dans laquelle clairement on est challengé, mais qui n'est pas propre en fait ici à cette époque. Ça c'est quelque chose aussi qui est important. Ce n'est pas lié qu'à cette époque en particulier. Globalement c'est lié à toutes les fins de cycle un peu collectives que l'humanité ici a traversées. Donc cette doctrine collective, elle est on va dire collectivement, de fait, observable. Mais évidemment, cette doctrine, elle n'est pas que exogène. Et elle est même principalement, j'ai presque envie de dire,
la conséquence. Ce côté exogène n'est que la conséquence finalement ici d'un mouvement qui est beaucoup plus évidemment ici endogène. Pourquoi? Parce que finalement, doctrine, si on le prend en tant que mot, c'est de toute façon ce que chacun fait quelque part à partir du moment où il souhaite avoir raison, c'est ce que chacun applique en fait ici dans son propre périmètre. C'est le fait de chercher à imposer son point de vue dans un échange. Et ça doit nous pousser finalement ici simplement à nous étudier nous-mêmes et à altérer de fait ici notre propre capacité à nous plonger justement dans notre intellect pour nous permettre de révéler ces zones dans lesquelles on est endoctriné quelque part. Donc c'est vraiment très individuel et le mot endoctrinement est très péjoratif bien sûr. Et très péjoratif parce qu'il y a une connotation qui est négative, hein, c'est ce que signifie le mot péjoratif, c'est la connotation négative à l'expression employée. Donc si on parle d'endoctrinement, personne n'a envie d'être endoctriné, mais c'est comme le bien et le mal en fait, personne n'a envie de se dire qu'il fait mal les choses. C'est le même phénomène, en fait, c'est exactement le même principe. Et là, c'est vraiment dans l'action. Le fait de chercher à avoir raison, c'est effectivement ici le fait d'être soi-même endoctriné avec un besoin de prendre le pouvoir ici sur quelqu'un, d'imposer en fait quelque part ici son propre point de vue. Donc c'est le fait de faire la leçon pour convaincre quelqu'un et donc c'est le fait de chercher impérativement à faire adhérer quelqu'un à notre propre point de vue. Donc à chaque fois, petit exercice, à chaque fois que vous cherchez à avoir raison, même pour des choses insignifiantes, soyez conscient que ici se révèle une zone dans laquelle est présente une doctrine. C'est quelque chose qui vous pousse ici à vouloir imposer votre mode de fonctionnement à quelqu'un d'autre, que ce soit la plus petite des actions à la plus grande. Ceci vous donne une bonne évaluation de votre position aussi par rapport au collectif. Et après, eh bien, vous pouvez évidemment ici les noter parce que ça donne vraiment des bases ici de travail, de réflexion par rapport ici à son propre comportement. Pour avoir raison, il faut estimer, évaluer, croire peut-être, en tout cas être convaincu que la personne en face de nous elle a tort. Sinon, on ne chercherait pas à avoir raison. Donc, si effectivement on a besoin d'avoir raison, c'est parce que l'on évalue, consciemment ou inconsciemment, que quelque chose est dans le tort. Une personne, une situation, après peu importe, hein, c'est pas toujours dirigé dans le sens ici d'une personne. Mais ce qui est important de concevoir, c'est qu'ici, on va estimer, consciemment ou inconsciemment, que quelque chose est injuste ou incorrect et donc a besoin d'être corrigé par notre intervention. Cette posture, quand on l'a, elle est obligatoirement une posture de dualité. Et c'est ça en fait que je veux vraiment vous faire passer comme information. Ça veut dire ici que quelque chose à l'intérieur de nous est divisé. Et donc on adopte ici une posture qui est divisante. On va chercher à éliminer le mauvais ici, qui n'est pas forcément visible. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément l'intention consciente, bien sûr, ici que l'on a. Mais à ce moment-là, on est le bon et quelque chose en face de nous est le mauvais. Donc le tort, le fameux tort, qui est finalement cet état qui est contraire à ce que l'on va évaluer, estimer comme étant la raison, donc on est bien dans l'intellect, à la vérité, et en fait c'est quelque chose qui évidemment n'est que la face d'une même pièce. Donc ça c'est un élément qui est extrêmement important, qui est extrêmement difficile, mais dans lequel on doit entrer dans une capacité d'auto-évaluation. Parce que, je reviens sur l'exemple de départ, c'est très facile ici de regarder les autres et de se dire à quel point, par exemple, ces positions sont clivantes. Mais c'est très difficile parfois de se regarder soi-même et de voir aussi que l'on adopte alors de moindres mesures et de moindres portées, puisque ce n'est pas forcément ici une portée collective à cette même échelle. Mais comme tout passe par soi, finalement, il est difficile de regarder l'extérieur et de se dire que le monde part à la dérive si en fait on n'a pas la capacité ici à regarder notre propre monde dérivé. C'est compliqué en fait ici de le faire de façon dissociée. Et ça ne conduit évidemment pas ici la possibilité de s'élever par rapport à ça. Donc
peu importe ensuite ce que vous souhaiterez mener, par exemple comme projet, il peut y avoir toujours le même risque. Et c'est ça en fait ici qu'il faut comprendre, c'est ça qui est important. C'est que en fait on peut regarder par exemple ici des personnes qui sont très militantes et on peut voir à quel point cette idéologie peut être dangereuse, pour ne pas dire traumatisante. Elle a un impact, surtout si elle est on va dire très bien implantée en fait, oui. C'est bien sûr, c'est-à-dire que là en fait il y a une forme d'autorité et un autoritarisme qui peut être renforcé. Mais ce n'est que le reflet, c'est pour ça que j'insiste, hein. Ce n'est que le reflet de quelque chose que chacun, en fait, en réalité, est en capacité de faire en tant qu'individu. On a tous cette possibilité, et en fait, on le fait tous, de chercher à avoir raison. Et donc, on doit pouvoir progressivement passer dans toutes les zones et toutes nos actions, on doit pouvoir passer du avoir raison à être, en fait. Et donc, alors, on va utiliser dans cet exemple être dans la raison, mais c'est simplement pour visualiser en fait ici une position qui est centrée par rapport ici à la notion de raison. Mais si on retire le côté raison, on garde que l'être en fait, hein. C'est le être dans la raison, c'est quelque chose de facultatif. Être n'a pas besoin d'être associé ici à quelque chose, mais c'est juste pour expliquer bien sûr ici le mécanisme. Être dans son intelligence serait probablement plus juste que le fait d'être dans la raison. Ce serait plutôt avoir raison et être dans sa propre intelligence, dans sa propre capacité ici de raisonnement et le faire en fait ici à partir de soi. Donc être, c'est le fait ici de disposer d'un ensemble qui permet de déterminer finalement si on est dans son intelligence, donc au centre ici de soi-même. C'est ce qui va nous permettre ensuite de déterminer ce qu'il est approprié de faire, d'opérer comme mouvement. Alors dès lors que l'on ne cherche plus à avoir raison et que l'on se place en fait ici dans l'être, il y a un mouvement qui peut changer. Donc on peut vraiment changer notre mode de fonctionnement. En revanche, plus l'on va chercher à avoir raison et moins on est en fait. Donc plus on cherche à être et plus vous verrez en fait ici de façon assez intuitive quelque part, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de réflexion autour de ça. Quand on cherche à être, on n'est plus dans la nécessité d'avoir. Et donc en fait on fait diminuer justement ici notre raison, on fait diminuer de fait ici la zone d'intellectualisation et donc on est plutôt dans l'appropriation ici du mouvement et on va plutôt regarder les paramètres. Donc l'attrait à l'affirmation qui diminue en fait quelque part est une très bonne donnée de progression concrète. Tout ce qui a attrait à la vérité ici, tout ce qui a attrait au fait de vouloir affirmer son positionnement, plus il va diminuer et plus en fait c'est le signe que vous êtes en train de vous replacer. Parfois c'est difficile de caractériser l'être, mais donc ici ça donne un signal. Plus vous cherchez à vous affirmer, moins vous êtes. Donc plus vous êtes dans l'existence et moins vous êtes finalement ici dans l'intelligence et dans la vie. Donc plus vous cherchez à prendre le dessus dans les situations, plus vous cherchez à débattre et à parlementer, à justifier, à expliquer, et plus vous êtes dans cette posture, très concrètement en fait, dans vos interactions, de prendre un ascendant ici individuel sur quelque chose. Et donc vous êtes dans un intérêt ici qui est davantage sur l'idée, donc dans un côté plus idéologique, que porté finalement ici sur le résultat, ce que cela peut impliquer. Donc on va masquer bien sûr ici l'impact, parce qu'on est vraiment sur l'idée. En revanche, plus effectivement on va s'attacher à être dans le travail, si vous préférez, qui porte sur le fonctionnement, à l'inverse ici de ce que va représenter le côté rhétorique, et plus votre comportement va en être immédiatement ici impacté. Et le concret peut remplacer de fait ici le côté plus rhétorique et donc plus abstraite de finalement ce que vous cherchez ici à manifester. Donc à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que vous allez prendre conscience a posteriori, parce que c'est ça en fait l'idée, c'est qu'on le fait souvent a posteriori. Alors, vous verrez que quand on défend une idée, on est toujours dans l'a priori, alors que quand finalement on est dans l'étude ici du mouvement, on est
toujours dans le côté a posteriori. On est dans l'étude ici de notre comportement qui se fait toujours a posteriori. Et ça aussi, c'est une manifestation de la différence entre avoir et être. C'est très important, de fait ici de le rappeler. Et c'est pourquoi en fait l'expérimentation est aussi importante, parce que par l'expérimentation, on fait reculer le dogme. Pas toujours de façon collective, mais toujours de façon ici individuelle. Et donc c'est de cette manière-là qu'on se consolide autour de l'être et que l'on va petit à petit dégager nos propres fondations, et que ces fondations, avec le temps, plus vous allez les reconnaître consciemment, et plus effectivement elles vont prévaloir sur le côté le plus collectif. Ce qui fait que souvent avec la tête, on cherche à se détacher. On cherche à résoudre de fait ici des problèmes. Et donc on cherche une manœuvre, comment opérer, comment changer ici le sens de cette dynamique, comment changer l'interaction. Et là en fait vous voyez que lorsque vous faites cela, vous êtes vraiment dans l'intellectualisation de votre mouvement. Vous cherchez à vous replacer, donc à vous comporter différemment. Mais c'est la tête qui cherche. Lorsqu'effectivement vous le faites ici avec votre intérieur, c'est un mouvement qui est naturel, parce que c'est le cœur, bien sûr, ici qui trouve. Et donc, cette modification, elle n'est plus dans la recherche. Elle est dans le fait de faire et de tester. Et c'est pour ça, en fait, qu'on marque cette différence entre la tête et le cœur. C'est que finalement, vous réagissez de façon naturelle parce que vous vous êtes détaché sans forcément en avoir pris conscience. Et vous étudiez votre comportement, mais vous le faites a posteriori. Vous essayez de comprendre comment vous avez réussi sans même y penser. Et c'est pour ça qu'effectivement, quand vous agissez dans la zone de l'être, et peut-être vous vous posez la question, eh bien, vous agissez dans la zone de l'être en vous étonnant de votre propre comportement et en essayant ensuite de revenir à la compréhension. Alors que lorsque vous êtes effectivement dans cette autre posture, et donc que vous cherchez à prendre l'ascendant, eh bien là vous êtes vraiment dans le mouvement de votre tête. L'être n'a pas une intention dirigée. Ici, donc le fait d'être nous extrait en fait ici de la direction par l'idée. Donc on ne cherche pas forcément quelque chose en particulier dans la forme. On teste, en fait, on expérimente et on voit comment cela ici nous permet de ressentir les événements. Et la différence, évidemment, elle est marquée toujours dans cette idée d'a posteriori, parce qu'on compare ici. Donc on est vraiment dans l'esprit critique et on est vraiment dans le résultat. C'est pour ça que je vous dis souvent je vous ai beaucoup dit, en tout cas l'année dernière, voilà, depuis qu'on est passé en Vierge, on a beaucoup utilisé cette différence entre la tête et le cœur, la tête qui cherche et le cœur qui trouve. Mais c'est de cette manière-là que l'on développe ici son esprit critique. C'est un petit peu le travail de la Vierge. Donc ici, en fait, quand on est en Verseau, on a un résultat qui, de fait, en tout cas un nouveau critère d'évaluation qui nous permet de nous repositionner. Et c'est pour ça, bien sûr, ensuite que l'on monte à maturité, lorsque l'on passe dans le mouvement des poissons. Mais donc, c'est vraiment le sens de cette fondation qui bascule d'un point qui n'est pas naturel, qui est celui dans lequel effectivement on est allé s'endoctriner, même si on n'en a pas toujours conscience, et qui en fait est un mouvement bien plus mécanique. Je vous dis souvent que le mouvement est mécanique. C'est pas parce que parfois on a eu des échanges avec certains d'entre vous. Le côté magique de la vie, le problème avec le côté magique et la manière en fait dont souvent au départ on conçoit la magie, c'est justement de l'endoctrinement. C'est ce qui nous permet de nous déresponsabiliser aussi quelque part. Donc on insiste beaucoup, et c'est pas qu'on n'aime pas le mot, et c'est pas qu'on n'aime pas en fait le fait de justement se laisser baigner par autre chose. Mais c'est qu'à ce moment-là, il y a un temps pour tout. C'est-à-dire qu'il y a un moment aussi pour comprendre qu'on est dans l'intellectualisation. Et si on soutient quelque part ici cette idée, ça ne vous aide pas à marquer la différence entre les deux. Après, lorsque l'on ne se laisse pas porter ou berner par le beau, on peut se laisser porter par le côté plus magique, mais parce qu'on sait finalement que l'on est au centre. Elle est là, en fait, ici, la différence. Et tant que vous ne marquerez pas complètement la différence entre avoir raison et être,
ou qu'il y aura des endroits où vous chercherez toujours à avoir raison, il y a toujours une zone où il faut marquer justement ici cette information un peu comme une petite alarme, parce que sinon il sera difficile en fait ici d'aller au bout de votre processus et vous allez continuer à jouer dans les équilibres et les déséquilibres. Et dans le travail ici que l'on produit ensemble, l'idée c'est quand même de vous donner les points de sortie. Hein, c'est vraiment là-dessus que l'on cherche à s'appuyer. Donc il faut les concrétiser. Et donc dans la différence entre avoir et être, ça vous donne ici des éléments de concrétisation. Quand vous êtes en face de quelqu'un et que vous cherchez ici à imposer un point de vue, quel qu'il soit, eh bien posez-vous la question de l'endoctrinement. Qu'est-ce qui vous pousse en fait ici à vouloir prendre le dessus sur quelqu'un? Parce qu'on n'est pas dans la transmission, on est vraiment ici dans l'enseignement. Alors on pourrait marquer la différence par exemple avec cette vidéo. Ce que vous en tirerez vous concerne, clairement, je vais vous le dire comme ça, que vous preniez ou pas l'essence de l'information, que vous preniez tout ou partie, ça vous concerne en fait. Ce que dans ma situation, je mets à disposition, ce sont des clés pour vous permettre de vous trouver. Maintenant, je n'ai absolument aucun intérêt ici, de façon très individuelle, à ce que vous vous trouviez ou ce que vous ne trouviez pas finalement. On soutient et on a un travail ici qui est proposé pour faciliter l'orientation de chacun, mais la vie de chacun lui appartient. Donc, on peut toujours débattre et on peut exposer des points de vue, et je peux être à l'écoute évidemment ici de vos points de vue, mais je ne tire aucun bénéfice, si vous préférez, et elle est là en fait la différence, j'ai pas besoin d'avoir raison. Je sais ce que je suis, je sais ce que je fais et je sais ce que je vis, et ça me suffit en fait. Que vous soyez ici d'accord ou pas ne changera pas ici mon point de vue. Je peux m'enrichir du vôtre, évidemment, et je peux nuancer et je peux venir ajouter ici des choses à cette expérience que l'on partage, mais ça ne changera pas le fond ici de ma propre fondation. Par effet, bien sûr, ici de réflexion, donc vraiment dans le sens miroir, ça peut changer ici votre façon de concevoir la différence entre vie et existence, la différence entre avoir et être, mais ce n'est qu'un outil. Et cet outil, il est à la disposition de celui ou celle qui le choisit, avec quelque part aucune obligation de résultat de votre point de vue. Je n'ai pas d'engagement autour de ça. Vous voyez la différence? Donc ça, c'est quelque chose qui est important, parce que effectivement, et pourquoi je vous l'explique? Parce que ça touchera aussi vos propres projets, tant qu'il y a de l'enjeu ici à convaincre qui que ce soit que votre idée ou que votre opinion est correcte, ça sous-entend qu'il y a des opinions ici qui s'opposeraient aux vôtres et qui feraient que votre opinion dérive en fait ou n'est pas correcte. Mais si vous êtes à l'aise ici avec vous-même, vous ne ressentirez pas ce besoin ici de convaincre qui que ce soit. Vous mettrez sur la table et vient qui veut en fait. C'est pas votre... quelque part, ça va au-delà de l'intérêt, c'est que ça ne vous concerne pas. Chacun est responsable de lui-même. Chacun est responsable de ce qu'il décide. Et évidemment, ça ne remet pas en question ce que vous proposez. Et c'est là où se situe la différence, ici, lorsqu'elle est quelque part harmonieuse, entre structure individuelle et structure collective. Il n'y a pas ici, quelque part, de phénomène qui chasse l'autre ou qui impacte. C'est vraiment quelque chose, évidemment, ici qui est important. Alors, on redéveloppera probablement parce que ça touche, évidemment, le système de croyance. Et ici, on est dans l'idéologie, donc on est dans l'idée, on est dans le côté plus conceptuel avec le Verseau, alors que effectivement, avec les Poissons, on sera plutôt dans la croyance. Donc, on essaye de ne pas mélanger. C'est l'idée de garder une structure ici qui permette de ne pas mélanger ici les choses, même si, et je vous l'ai souvent dit aussi, c'est difficile hein, de séparer les deux, mais voilà, il faut essayer, en tout cas, j'essaye de mon côté, de maintenir non pas la cloison, parce que c'est pas vraiment une cloison, mais j'essaye d'aborder plutôt les choses par étapes pour qu'elles aient du sens ici quand elles sont mises bout à bout. Donc, une question évidemment ici que l'on pourrait se poser, en tout cas que je choisis ici d'adresser, c'est une question où on pourrait se
placer en fait ici dans cette différence entre intellectualisation et intelligence, voire même, parce que c'est ça en fait dans le fond qui est assez important, sommes-nous par exemple ici dans cette époque actuelle plus intelligents par exemple, ou plus intellectuels que ne l'étaient ici d'autres époques. L'intelligence et l'intellectualisation, ou le côté intellectuel, être intellectuel ou effectivement ici disposer de l'intelligence, ce sont aussi deux choses très différentes. L'intelligence, donc étymologiquement, on a ici quelque chose qu'il faut vraiment marquer, c'est le fait de saisir, d'apprécier, de discerner les choses. Donc cette notion de discernement, elle n'appartient pas à la zone de l'intellectuel. Elle est plus large, en fait, ici, que l'intellectualisation. C'est le fait ça implique quand même ici un choix dans ce que l'on saisit, dans ce que l'on va ici aller recueillir. Donc c'est issu du mot, ici du verbe leggere, qui signifie d'ailleurs choisir, et avec le préfixe ici inter qui est entre. Donc c'est pour ça que cette notion de choix est quand même importante. Donc pour cultiver évidemment ici et développer son intelligence, il est nécessaire de faire des choix ici autour de ce que l'on va justement aller saisir, de ce dont on va se nourrir aussi, très important. De quoi est-ce que je choisis ici de me nourrir? Plus vous allez être avec une forme de vigilance autour de ce que, ici, comme information, vous ingérez, je vais le donner dans ce sens-là, ce que vous stimulez dans, ici, votre zone cérébrale. Donc la stimulation, on en a parlé lorsque l'on était en Capricorne, ces facteurs plus extérieurs, qu'est-ce que je choisis de regarder, de quoi je choisis ici de me nourrir, va toucher aussi ce domaine qui passe par l'intellect, donc qui passe par une connaissance qui peut être évidemment ici apprise, développée. L'intelligence, elle réfère à une aptitude au départ qui est plutôt naturelle, quelque chose qui nous appartient, là où effectivement l'intellect va être plutôt quelque chose que l'on va aller chercher d'un point de vue extérieur. Ce n'est pas quelque chose ici que je connais, je vais choisir de me développer ici dans un domaine et de façon beaucoup plus académique ici que ne le fait une intelligence avec une aptitude qui est plus naturelle. Il y a des choses qu'on a à l'intérieur de nous qui font partie d'aptitudes naturelles et puis il y a ce que l'on a le sentiment, important, hein, sentiment c'est vraiment ici la tête, qu'on a le sentiment de ne pas maîtriser et donc on va chercher ici, et c'est là où on travaille notre intellect, que l'on va chercher à l'extérieur pour se développer en fait. Et donc, quand on pense à la culture, donc le fait de se cultiver, bien se cultiver, c'est effectivement développer son intellect. Alors que ici, développer son intelligence, on n'a pas besoin de se cultiver pour développer notre intelligence. Il y a des façons ici très différentes. En tout cas, on peut cultiver les choses de façon très différente. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on s'interroge par exemple au cours des époques et qu'on différencie bien le côté aptitude et le côté compétence, donc vraiment au sens premier du terme, on va rapidement comprendre que finalement, aujourd'hui on est dans un monde où il y a énormément d'intellectuels et probablement moins de personnes dans le sens ici de l'aptitude intelligente. Parce qu'on est effectivement dans un système où on est fort porté aujourd'hui sur tout ce qui va toucher notamment l'éducation, la connaissance plus académique. Et donc, tout concourt en fait quand même depuis maintenant de nombreuses générations à nous permettre de justement accéder beaucoup plus à la connaissance, mais dans le sens ici intellectuel et pas dans le sens ici d'une compréhension plus profonde du monde que va représenter bien sûr ici l'intelligence. Donc cette structure ici qui est votre structure au départ individuelle, elle va évidemment
avoir une disposition qui est liée quand même ici au collectif. C'est un élément de développement qui est contextuel en réalité. Et donc, ça va influencer cette proportion au départ entre une aptitude qui est naturelle et des compétences que l'on va les développer. Et donc, dans un monde comme le nôtre, aujourd'hui, eh bien, effectivement, on a une réduction de notre aptitude naturelle au profit ici des compétences développées, ou en tout cas que l'on a la possibilité ici de développer. Et on est encouragé dans la structure ici collective à développer des compétences dans le sens le plus académique, et notre système éducatif évidemment ici répond à cela. On pousse depuis maintenant quelques générations beaucoup ici la jeunesse à faire des études par exemple. Alors c'est pas que c'est bien ou mal en fait de faire des études, mais tout dépend encore une fois de l'intention. Qu'est-ce que l'on oriente ici autour de ça? Plus on va augmenter une proportion à ce développement-là, et plus on ignore aussi, parce que c'est une question, c'est le fait de masquer, parce que encore une fois, on peut trouver un équilibre ici entre les deux. Mais il y a une forme de rejet de l'aptitude la plus naturelle au profit ici de ce que l'on souhaite, là où on désire pousser en fait ici un enfant ou un jeune vers une compétence en particulier. Donc cette structure collective et cet élément en tout cas ici contextuel, il est important, on ne peut pas l'ignorer, parce que si on l'ignore effectivement, on ne fait que réduire toujours davantage cette aptitude plus naturelle que tout à chacun dispose. Tout le monde a un accès ici à l'intelligence au départ. Et encore une fois, l'intelligence, elle a été formatée aussi. Quand on regarde le nombre de tests d'aptitude ici qui existent, on comprend bien que tout est extrêmement cadenassé. Alors que dans d'autres époques, ce n'était pas le cas. Et on reconnaissait de nombreuses formes ici d'intelligence. Et comme l'accès à la compétence développée était limité, on avait beaucoup moins accès à ça, eh bien, on n'avait pas une amplification ici de ce déséquilibre que cela évidemment crée. Parce qu'on a de fait ici une affirmation et le avoir raison qui se renforce. En fait, c'est par rapport à cette donnée-là qu'il faut le comprendre. C'est-à-dire qu'on amplifie en réalité ici l'idéologie par ce simple phénomène d'influence contextuelle par rapport ici à la société dans la manière dont on la vit. Alors si on comprend ça, on peut de fait ici s'interroger sur ce... Et puis en plus, il y a le regard, évidemment, ici que l'on porte, puisqu'on a fait de ce côté intellectuel, on se dit que c'est le bon modèle. C'est quand même quelque chose ici qui est prédominant dans notre société actuelle. On se dit oui, c'est gage ici de progrès. Et c'est ça, en fait, ici qui est très importante. La modernité de notre raisonnement est globalement notre principal biais ici, aujourd'hui. Parce que c'est notre rapport au progrès. Et donc, que signifie évidemment ici le progrès? Le progrès, dans sa définition commune, c'est le changement d'état qui consiste à passer à ce que l'on estime être un degré supérieur. Et la clé, c'est dans le fait de l'estimer. Ce n'est pas une réalité, c'est une évaluation, c'est une estimation. Donc c'est une action qui va consister à aller de l'avant. On cherche le progrès pour s'accroître, pour être meilleur. À échelle d'une société ou à échelle de l'humanité, on va donc appeler ça l'évolution. Et c'est traduit concrètement par le désir d'améliorer notre condition sociétale, humaine. Plus de connaissances, et on va associer ici les choses, plus de bonheur, plus de confort. Quelque chose qui est plus idéal. Vous voyez bien ici le lien avec l'idéologie. Le problème vient de cette définition, en fait, au départ. C'est pas le fait de progresser qui est le problème. C'est la modernité du raisonnement autour du progrès qui, finalement, ici, contrecarre. C'est l'intention, en fait. C'est le pourquoi cela se produit de la sorte qui pose, évidemment, ici, la contre-indication et qui va nous pousser toujours plus, à moins, effectivement, que l'on réduise ici ce phénomène, c'est ce qui va nous pousser en réalité vers un idéal qui sera toujours inachevé et qui ne peut pas être atteint, parce que
Quel est donc le contraire de fait ici du progrès? Puisque progrès a un contraire, donc on est vraiment dans quelque chose qui nous divise. Eh bien, c'est le déclin, c'est la décadence, en fait. Donc, dès lors que l'intention est dirigée dans du progrès, qu'il soit technologique, scientifique, social, il y a forcément la contrepartie. Donc, l'importance est dans le choix et l'effet de causalité, en réalité, que cela peut causer. Et par l'absence d'ouverture, parce qu'ici, il va y avoir une fermeture, tant qu'on continue, en tant que collectif, à chercher ici un idéal, et que cet idéal, quelque part, ici, cet objectif, n'est pas déterminé, ou en tout cas orienté vers plus de connaissances, plus de bonheur et plus de confort, c'est le problème. Et le plus, en fait, et la définition que tout à chacun se fait du plus, c'est ce qui va nous pousser toujours inconsciemment à avoir, plutôt qu'être, en fait. Alors vous pourriez me dire, ok Nymphéa, mais en quoi est-ce que ce serait négatif de vouloir plus de confort, par exemple? Tout dépend ce que, dans le fond, cela implique. C'est pour ça que je vous parle de causalité. En fait, c'est ce que cela implique. Si plus de confort se fait au détriment d'un autre groupe, en quoi est-ce correct? C'est-à-dire que vous êtes effectivement placé dans le groupe qui va chercher plus de confort, mais si ça sous-entend ici de quelque part, parce que c'est ça l'effet de causalité, on est tellement focusé sur l'idéal qu'on oublie quand même que l'on peut faire ici du tort aux autres. Parce que comme on cherche à avoir raison, il y a nécessairement ici une personne qui a tort, donc il y a nécessairement des personnes qui vont en être lésées. C'est juste parce que cette posture même est divisante qu'il ne peut y avoir que du déséquilibre ici. Alors, peut-être pas pour vous en tant qu'individu au moment où vous le faites, mais il y aura forcément ici quelque chose qui viendra rechercher sa contrepartie. Donc, le problème est dans la définition, il est dans l'application, il est dans le contexte, il n'est pas forcément ici dans l'objectif, mais si vous cherchez ici quelque chose qui est finalement idéal ou idéalisé, vous vous empêchez tout un tas d'autres choses qui pourraient conduire ici à de la connaissance, du bonheur et du confort. C'est le moyen en fait. Ici, c'est la manière de le faire qui pose clairement ici, ou qui doit en tout cas nous poser question. C'est même au-delà de ça, c'est-à-dire que je crois d'ailleurs que majoritairement, à l'échelle ici individuelle, on ne se pose pas en fait ici la question. Et c'est le fait de ne pas se poser la question qui fait que quelque part, on est en dérive par rapport à l'être, et que donc on laisse les choses ici glisser. Si on est justement ici dans cette forme de réflexion, c'est pour montrer à quel point ça va ici amplifier quelque chose de collectif. Et lorsque l'on cherche par exemple à faire progresser une société, et ça l'histoire nous l'a montré des centaines de fois, toutes les civilisations se sont effondrées. Pourquoi les civilisations se sont effondrées? Ça n'a jamais été ici un seul phénomène. Je parle de société humaine. Ça n'a jamais été ici un seul effet. Ça a toujours été multifactoriel. Et quand on regarde ici les choses, si vous étudiez l'histoire, vous comprenez vraiment ici ce vers quoi on se dirige, parce que dans le fond, il y a une idée de direction de façon ici collective. Plus on cherche évidemment ici à acquérir de la puissance, et donc ici on va avoir une maîtrise des événements, on va chercher à maîtriser les événements, et donc en réalité plus tout va nous pousser à attester et à prouver en fait que la maîtrise ici des événements ne conduira et n'aboutira pas au résultat, parce que on est effectivement décalé avec notre propre nature lorsque l'on fait cela. On va prendre un exemple dans la société, ici, on va dire dans le contexte humain. Donc, on peut prendre les sociétés antiques. Finalement, à chaque fois qu'une société a cherché à progresser, il y a eu différents facteurs qui ont amené le déclin de ces civilisations. Tout ce qui touchait évidemment ici à la conquête, parce que plus effectivement on est dans le confort, plus on est
dans quelque chose où effectivement les niveaux de vie des personnes augmentent et plus finalement on va avoir une forme d'expansion démographique. Et donc assez facilement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a besoin de plus de territoire ici pour s'étendre. Donc dans les civilisations antiques, ici vous avez une explication au phénomène de conquête, par exemple ici de territoire. Alors on pourrait se dire oui, mais dans la société aujourd'hui telle qu'on conçoit les choses aujourd'hui, on n'a plus ce besoin d'étendre nos territoires. Les frontières des États sont ce qu'ils sont, notamment dans le monde occidental, et donc on n'annexe pas ici les pays voisins. Oui, effectivement, mais ça se passe à un autre niveau, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette conquête de territoire d'une même manière, mais on cherche quand même par nos idées à conquérir. Donc en fait, cette idée de conquête, elle a simplement changé de forme, mais elle n'a pas ici été annihilée, elle est toujours existante. La conquête est toujours existante, et parce qu'effectivement, elle a changé de forme, dans le monde occidental, on cherche quoi? La conquête spatiale. C'est exactement en fait ici le même principe, il a juste changé de forme, mais le mécanisme est le même. On a évidemment ici, de fait, une des raisons aussi qui fait que l'on cherche à s'étendre n'est pas juste démographique, il est aussi dans les civilisations antiques par l'épuisement des ressources, en fait, parce que s'il y a plus de monde à nourrir, eh bien les ressources ici naturelles s'épuisent. Donc il faut pouvoir se développer. Et donc, dans l'Antiquité, c'était évidemment ici le développement, on va dire, agricole. Donc on a besoin de pouvoir aller s'étendre, on a besoin de plus de nourriture, donc il fallait plus cultiver, etc. Alors il y a évidemment le côté commerce, c'est-à-dire que le commerce se développait par la même occasion, mais n'était pas toujours suffisant. On ne pouvait pas toujours commercer, parce que pour commercer, il fallait quand même avoir ses propres ressources naturelles. Donc en fait, à partir du moment où on est construit de cette manière-là en tant que société, il faut pouvoir ici échanger. Et c'est pour ça qu'il y a eu à certains endroits de l'appauvrissement. Donc qu'est-ce qui a fait basculer ou fait décliner certaines civilisations? C'est effectivement la surexploitation de certaines ressources qui fait qu'à un moment donné, il y a des choses qui se sont épuisées. Si effectivement, on va prendre des exemples où il y a eu des déforestations ici massives, eh bien ça a impacté ici le climat. On avait besoin, parce que peut-être dans l'endroit où on se situait, on pouvait faire le commerce de bois par exemple, alors on s'est mis évidemment ici à déforester. C'était notre moyen d'échange, sans forcément avoir ici en tête la causalité, l'effet que ça allait évidemment ici impliquer dans le point de vue de la ressource naturelle qui se déséquilibre. Et donc on a un écosystème ensuite qui se déséquilibre, et donc on va avoir des facteurs évidemment qui sont ensuite des facteurs où par exemple il y a eu des endroits, on va prendre l'Égypte, il y a eu ici de gros problèmes au niveau de la crue du Nil. On avait besoin de la crue du Nil pour pouvoir ici cultiver. Et puis il y a eu des époques où il y a eu évidemment ici un problème de ce point de vue-là, mais qui, si on y regarde de plus près, était lié à une surexploitation à certains endroits. En tout cas, je pense qu'on serait en capacité ici de le prouver si on le regarde, mais je pense que voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est regardé. Mais dans tout ce qui est ici culture en Amérique latine, ça fait partie des choses qui ont été attestées. Pourquoi ici la conquête espagnole a pu aussi avoir lieu? C'est parce que on avait effectivement ici des constructions en stuc. Pour pouvoir créer le stuc, il a fallu déforester. Donc les peuples ici, les civilisations ont effectivement abîmé leur écosystème. Il fallait énormément brûler ici le bois avec différents composés pour que cela puisse produire du stuc. Donc en plus de retirer des arbres, bien, ça devait être un sacré bazar d'un point de vue ici gaz en fait. Donc le côté chimique, si vous préférez, ici de la fabrication du stuc a impacté ici le climat, et donc il y a eu un problème au niveau de l'eau en fait. La pluie ne tombait plus. Et donc évidemment, il n'y avait plus de récolte, et donc il y a eu de très grosses famines. Et c'est ce qui a permis, c'est ce qui a facilité en tout cas ici la conquête de ces territoires. Et ça, c'est quelque chose évidemment qui est important, et c'est quelque chose qui s'est reproduit et qui s'est souvent répété dans le temps, dans la chronologie. C'est quelque chose que l'on connaît
aujourd'hui, quand on parle évidemment de cette difficulté moderne autour ici du climat. Et puis après, il y a les phénomènes qui sont un petit peu plus indépendants ici de l'homme en tant que tel. L'homme n'a pas le seul impact ici sur son environnement. Il y a tout ce qui est beaucoup plus exogène. La Terre est faite elle-même de cycles. Donc, on a peut-être une contribution qui accélère ou qui permet la décélération ici de ces cycles. On va dire que ça peut être ici une théorie étudiée ou étudiable, mais cependant, il faut convenir que au cours de l'histoire de la Terre, de toute façon, on enchaîne les périodes de réchauffement et de glaciation. Donc par épisode ici, chez l'humaine évidemment, il y a des choses que l'on n'a absolument pas connues ici dans l'histoire humaine. Le côté récent ici de l'Homo sapiens fait qu'on n'en garde pas de traces, mais ça ne signifie pas pour autant que cet effet plus cataclysmique ici au niveau de notre climat n'est pas quelque chose qui se reproduit dans le temps. C'est juste à échelle de l'humanité quelque chose qu'il est très difficile de déterminer, en tout cas avec certitude. Mais on est déjà capable de dire que effectivement, on a les sociétés ici, et notamment l'agriculture, qui a émergé à la sortie de la dernière période glaciaire. Donc l'humain a vécu au cours ici de ce que l'on appelle le Driaste récent. Et effectivement, elle a émergé et la civilisation telle qu'on la connaît aujourd'hui a émergé à cette suite, c'est-à-dire qu'on a pu se sédentariser, etc. Et donc c'est ce qui a ici engendré le côté plus moderne de nos sociétés, et notamment ici la période de l'Antiquité. Mais depuis lors, on voit bien quand même que les choses ici se répètent, et c'est ça en fait qui est quand même quelque chose d'important, toujours porté dans ce même ici principe des conditions que l'on désire plus idéales que les précédentes. Et c'est celle-ci qui, en général, amène le déclin, la décadence de la civilisation humaine, et c'est celle, en tout cas, qui existe depuis qu'on connaît ou que l'on a trace, en tout cas, ici, de ces civilisations. Alors là, vous allez me dire, ok, mais ça brosse un tableau un peu noir. Bon. On va revenir dans un point d'ouverture pour terminer évidemment ici cette vidéo. Il faut se libérer de la croyance au profit de la maturité. Je crois que c'est surtout ce que cette époque ici nous transmet. Un des points sur lequel on pourrait aller s'appuyer, vous savez à quel point effectivement ici ces théories, je pense qu'elles sont critiquables, mais il y a un point en particulier, si on regarde les théories des ères, donc ces visions ici qui nous laissent à penser que les cycles de la Terre sont appuyés ici sur, par exemple, la cosmologie, donc l'astronomie. On peut donc considérer, on va reprendre cet exemple-là, c'est simplement pour ici être dans l'exemple, on pourrait dire, ok, d'accord, admettons l'idée, alors ça sous-entend qu'aujourd'hui nous sommes toujours et depuis ici environ 2000 ans, dans ce que l'on appelle l'ère des poissons. Pourquoi pas? On pourrait prendre ce point, puisqu'on va passer ici dans les poissons, je trouve que c'était intéressant de le prendre. Et donc que l'on y est encore pour quelques décennies. Alors ça sous-entendrait, et c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot, se libérer de la croissance au profit, de la croyance au profit, de la maturité, mais oui, le lapsus est révélateur, en fait, de la croissance telle qu'on l'entend, finalement. Cette manière de progresser, elle peut être, je crois, abandonnée, ou en tout cas, si elle l'était, elle n'entraînerait pas forcément le déclin tel qu'on l'a connu ici par le passé. Ça montrerait que depuis environ 2000 ans, on aurait su apprendre en tant que société, on aurait su comprendre, on aurait su intégrer, finalement, ici, ce que les déclins précédents nous transmettent et donc nous permettent de modifier. D'où effectivement le fait peut-être de se libérer, non pas seulement de la croyance au sens le plus large du terme, mais de la croyance qui concerne la croissance pour pouvoir être mature à partir ici de cette croissance. Alors je dirais que finalement, si cette théorie est valable, elle permet de concourir. Ce serait un effet profitable ici pour passer justement de ce qui nous conditionne depuis maintenant près de 2 millénaires, le côté plus intellectuel, pour revenir
ici à une forme d'intelligence qui était plutôt celle qui était présente d'ailleurs ici au début de l'Antiquité, au moins dans certaines ici cultures. Et donc un retour aux fondations qui permettrait de dire, eh bien, fort justement ici de tout ce que l'on a appris au cours ici de ces 2 millénaires, on a une plus grande capacité d'analyse et donc on sait ce qui pourrait justement ici précipiter vraiment la civilisation dans son déclin. On en a suffisamment vécu pour en tirer ici évidemment l'essence. Et donc en reprenant le point de départ, comme on le fait en fait ici de façon individuelle, c'est le même principe, eh bien on aurait quelque chose qui réamènerait une nouvelle logique et qui serait évidemment ici applicable à l'échelle collective. Alors, pour alimenter vos réflexions, eh bien moi de mon côté, je choisis en tout cas ici de me référer, comme on l'a fait sur la première vidéo, à la période antique et notamment à la Grèce, qui encore une fois n'était pas la Grèce telle qu'on le connaît. C'est-à-dire qu'il faut aussi se sortir un petit peu de ces idées parfois que l'on a, encore une fois, qui sont très modernes. On identifie la civilisation grecque comme on verrait aujourd'hui la Grèce sur une carte et ça n'a absolument évidemment strictement rien à voir. On était vraiment ici dans des cités-États qui commerçaient ensemble et donc on n'avait pas une Grèce comme on l'a aujourd'hui en tant que pays. On avait ici des cités grecques et c'est quand même un petit peu ici différent. Et on avait des penseurs. Donc effectivement, cette fondation dans laquelle on avait une forme savante qui cherchait ici à aborder la compréhension du monde dans son entièreté, que l'on a appelée philosophie et qu'aujourd'hui on appelle vraiment dans un côté très restrictif, est une source, je crois, ici d'inspiration. Elle a été inspirante ici pour notre société dans le point de vue moderne. Notre société occidentale s'est beaucoup basée en fait ici dans son développement sur effectivement cette transmission des cités grecques, pas que bien sûr, mais dans la société occidentale, oui. Et donc, il y a eu, je vous ai expliqué la dernière fois, qu'il y avait cette émergence ensuite des Lumières, mais qui représente finalement aussi d'autres formes d'émergence, c'est-à-dire que, passé la Révolution française, c'est pas réellement, on les a appelés les Lumières, mais on aurait pu les appeler ici autrement parce que ils n'ont pas nécessairement éclairé la civilisation telle qu'on l'entend. C'est à ce moment-là qu'a émergé de nombreuses choses, et notamment les sociétés ésotériques. Et ce sont donc ici des sociétés intellectuelles et non pas ici portées sur l'intelligence première, comme on pouvait l'avoir dans les cités-États et donc auprès ici des philosophes grecs. Mais cette expérience peut également être utile, c'est-à-dire qu'on n'a pris qu'un petit morceau, et peut-être que si effectivement, à la sortie ici de ces événements qui ont été quand même ici assez dramatiques du point de vue ici, on va dire, sociétal, parce que on est sorti ici d'un système pour aller chercher un autre système qui a, alors on pourrait dire ça a amené du progrès, enfin il faudrait se replonger quand même ici dans l'époque, on est passé ici d'une monarchie avec effectivement beaucoup de facteurs exogènes et pas seulement ici une situation de pouvoir. Il faut imaginer que les conditions ici étaient très défavorables par rapport à ce système, mais quelque chose qui est assez équivalent à ce qu'on connaît aujourd'hui en fait. Et on est parti dans l'impérialisme, donc globalement on n'était pas dans la liberté. Aujourd'hui on a un raccourci, on est persuadé, et on célèbre ici le 14 juillet, on célèbre l'indépendance de la France, mais en fait, on n'a pas été dans l'indépendance. Oui, il y a eu un phénomène qui nous a fait ici, fait basculer la monarchie, mais on n'a pas plongé dans la liberté, en réalité, mais dans l'impérialisme. Donc, ce raccourci, il est quand même très important parce que, finalement, aujourd'hui, on parle de république. Et pourquoi il y a le parallèle ? Parce que finalement, en Grèce antique, on parlait de république. Les cités-États étaient des sociétés de république. Donc c'est intéressant parce qu'il y a vraiment ici des parallèles, je crois, qu'il nous faut faire dans notre réflexion à partir de notre propre modèle ici de société. Ce que ici je vous conseille, alors vous pouvez évidemment faire vos propres recherches dessus, et c'est le point d'ouverture que l'on va créer ici pour travailler ensuite dans l'énergie des poissons,
ce sont la théorie des vertus d'Aristote, parce que Aristote est beaucoup utilisé dans la société occidentale comme référence à la moralité. On en a fait aujourd'hui le personnage, le père fondateur de la morale. Mais lorsque vous travaillez ici, à partir ici de ce que Aristote a laissé notamment comme écrit, vous allez vous apercevoir qu'en réalité, le mot morale et la manière dont Aristote concevait la morale n'a strictement rien à voir de ce que l'on conclut aujourd'hui de la morale, ou en tout cas de la définition que l'on s'en donne. Donc, Aristote a travaillé sur la théorie des vertus qui effectivement défendait l'éthique morale, pas la moralité, l'éthique morale, et qui était basée effectivement ici sur ce qu'il appelait les vertus. Les vertus dans son sens premier, c'est-à-dire quelque chose qui permettait à l'homme de façon individuelle et à la société. Ici, donc toujours dans le contexte de cité-État, donc un petit peu plus petit quand même que ce que l'on connaît aujourd'hui, mais ce qui lui permettait d'entrer dans un cercle vertueux, donc quelque chose qui s'auto-améliore, alors pas seulement par lui-même, mais par la portée ici de l'action individuelle. Donc les vertus sont considérées comme les modalités qui permettent d'agir en société d'une manière plutôt qu'une autre, et qui serait ce fameux juste milieu que chaque individu aurait la capacité ici d'employer à son propre service pour vivre ensuite lui-même dans le bonheur, tout en considérant ici les autres, c'est-à-dire en ne divisant pas justement ou en étant de fait ici non plus dans avoir, donc posséder pour soi, mais vraiment être dans son propre milieu et vivre finalement ici non plus exister avec cette considération, pas portée sur les autres au sens assisté bien sûr, mais sans contre-indication par rapport ici à la vie de l'autre. Et c'est en cela, et bien évidemment, qu'il y a une grande différence. Donc, il est associé à tort, je crois, en tout cas pour le coup. Je ne cherche pas forcément à avoir raison, mais en étudiant bien sûr ici cet angle des vertus, je me dis, ok, je crois qu'il y a quand même ici un décalage dans ce que l'on comprend aujourd'hui, la manière dont on restitue ici son travail, y compris du point de vue philosophique, parce qu'on est sur la morale définition présente et non pas sur sa conception de la moralité. Il travaille les vertus, alors elles sont multiples, mais il a adressé ici une croix carrée. Donc c'est ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant évidemment ici dans ces travaux dans lesquels j'ai été puisée pour vous préparer cette vidéo. Et il dresse ici ces 4 points comme les points cardinaux que chaque individu doit ici aller cultiver, ces 4 vertus premières, si vous préférez, que chacun doit pouvoir ici mettre en place et mettre à son propre service. Elles fonctionnent par deux ici points qui communiquent comme le font ici l'Est et l'Ouest ou le Nord et le Sud si vous préférez. Justesse et tempérance, sagesse et courage. Ces 4 points, donc justesse et tempérance devant fonctionner ensemble, devant être ici conciliés, orientés d'une même intention, tout comme doit l'être ici sagesse et courage. Et donc, de son point de vue, c'est ce qui permet à chacun d'être dans une structure physique qui nous prévaut en fait ici de tout débordement, donc de profonde dualité qu'il observe chez l'homme. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que si, et c'était son point de vue, si effectivement on applique au quotidien, dans le sens ici de nos actions, si on cherche à appliquer ces 4 vertus dans chaque événement ici de notre vie, donc être ici aussi bien dans la justesse et la tempérance, donc la justesse et la tempérance sont des choses que l'on a visitées, mais savoir aussi faire les choses à partir du cœur, courage, tout en restant dans la sagesse, donc ne pas déborder ici du point de vue d'autrui, c'est ce qui contient ici l'énergie vitale de chaque individu, c'est ce qui lui permet d'être lui-même au centre de sa propre croix et de fait pouvoir vivre dans ce qui lui correspond tout en considérant la liberté ici de l'autre comme tout aussi importante que la sienne. C'est assez fascinant
je trouve, mais vous saurez me le dire en commentaire, de voir l'intelligence ici de la pensée qui évidemment a été ici publiée dans l'Antiquité. Je trouve que concrètement, on n'a pas beaucoup fait mieux, ou qu'en tout cas, on a pu appliquer d'ailleurs des choses ici qui étaient issues de cette société, mais je crois qu'on en a fait vraiment beaucoup dériver l'essence, en fait, ici de ces messages. Donc, que vous l'étudiez ou pas n'a pas grande importance. Bon, on repart ici sur la notion de différence entre aptitude et compétence. On ira s'appuyer ici dessus dans le développement des vidéos qui vont être en parallèle ici de l'énergie des poissons. On va travailler à partir de ces vertus, donc c'est un point d'ouverture. Mais vous pouvez évidemment ici faire vos propres recherches. C'est pour ça que je vous donne vraiment ici, donc ça c'est texto, la théorie des vertus d'Aristote. Il y a une grande sagesse, bien sûr, ici, qui a pu ensuite être utilisée au moins en partie, mais dans lequel, effectivement, puisque ici, dans le redéveloppement de la philosophie que l'on a connu ici, allez, on va dire fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, il y a eu un intérêt ici collectif, qui fait que, évidemment, ce travail n'a pas été embrassé en totalité. On a cherché par idéologie ici à maintenir une nouvelle forme d'ordre, quelque chose que l'on souhaitait opposer bien sûr au modèle que l'on avait quitté et qui, je crois qu'on peut en convenir maintenant près de 3 siècles plus tard, n'a pas grandement changé. C'est-à-dire que cette liberté ici individuelle, elle est tout autant complexe à être mise en œuvre. On a beau chercher comment justement ici, de façon individuelle, s'aligner, notre structure collective est extrêmement contraignante et on a de nombreuses choses exogènes avec lesquelles il faut composer. Néanmoins, et c'est pour ça que ici je voulais créer cette ouverture, je crois que tout individu a la possibilité ici d'aller chercher l'utilisation de ses propres aptitudes et que effectivement cette balise autour des vertus nous conduit finalement à une forme d'alignement qui serait assez aisé de remettre au goût du jour du point de vue ici collectif. C'est-à-dire que on n'est pas dans une pensée philosophique comme va l'être ici la pensée bouddhiste, qui défend globalement ici la même manière de faire, dans son application ici la plus quotidienne. On est clairement dans les mêmes vertus. Avec la différence près, c'est que il y a cette idée d'isolement qui va avec. Et donc, ce que je cherchais lorsqu'effectivement j'ai travaillé cette vidéo, c'est comprendre quelles pouvaient être des choses similaires, applicables, ici, du point de vue structure collective, donc sans évidemment ici se mettre à l'extérieur, en étant plongé dedans, mais en ayant ici une réduction de cet impact, de tout ce qui est plus contextuel ici autour de nous, et comment quelque part ici se maintenir. Alors, je vais quand même préciser que Aristote est l'un des premiers ici en son temps à avoir parlé justement ici de l'âme. Il a énormément travaillé à cette différence entre visible et invisible, entre physique et non physique, à cette fusion ici que représente la matière par l'incarnation de l'âme. Donc il a énormément travaillé cette information, cette transmission, d'où effectivement ensuite cette théorie des vertus, puisqu'il était conscient, mais je crois que nous le sommes aussi, tout aussi conscients que effectivement on a une incarnation, on a une façon ici qui ne peut pas être entière d'exprimer notre rayonnement. Il nous faut être concret et on a quelque part ici une vie, certes, mais un contexte, donc une existence dans laquelle il faut nous plonger, des choix ici que l'on doit déterminer. On peut avoir effectivement ici des idées, mais il est essentiel de ne pas se plonger justement ici dans notre propre doctrine d'un point de vue individuel pour garder toujours ici ce phénomène d'ouverture, et il nous faut trouver concrètement
au quotidien comment garder ici cet équilibre pour conduire finalement notre mouvement de la manière justement la plus juste possible, pour trier et filtrer, évidemment comme c'est le faire tempérance, ne pas être dans l'opposition parce que ça serait contraire bien sûr ici à ce que l'on pourrait mener et réaliser. Il n'est pas nécessaire de s'opposer aux autres parce que là ça signifierait vouloir avoir raison, mais en revanche, sans nécessairement avoir raison, il faut trier et filtrer parce qu'on ne peut pas prendre tout et toute chose et tout ne nous correspond pas non plus. Donc cette idée de tempérance est aussi importante de mon point de vue. Il est important aussi de faire preuve de courage parce que parfois effectivement il y a des choix à faire autour de ça qui peuvent nous sembler délicats pour ne pas dire difficiles, et parfois pour pouvoir vivre notre propre voie, eh bien il y a bien sûr ici un impact autour de nous, donc on a la capacité de le faire avec sagesse, c'est-à-dire de ne pas renier son cœur, courage, et d'opérer les changements, les mouvements, plutôt dans cette idée de sagesse, en rebouclant quand même ici sur cette idée de justesse, donc en considérant les autres pour ce qu'ils sont, mais sans se contrecarrer, se contredire soi-même, d'où l'idée évidemment ici de courage. Donc cette théorie des vertus, évidemment, elle est restée très conceptuelle dans le travail ici d'Aristote, mais c'est un legs, je crois, comme beaucoup d'autres, avant lui et après lui. On a pris l'habitude, évidemment, ici sur cette chaîne, de prendre quelques références. On peut aussi référer à Rumi, qui nous a porté pendant tout un temps. Mais tous ces hommes, ces pionniers, en fait, ici, on va vraiment faire le lien avec le Capricorne. Ces pionniers dans leur discipline, on leur rend hommage aussi lorsque l'on redécouvre quelque part leur travail. Il n'est pas toujours non plus nécessaire de tout réinventer. On ne peut être pionnier que dans quelque chose qui n'a évidemment pas été créé, mais par contre on peut s'inspirer ici du travail de certains pionniers pour se redéfinir et dans une autre époque être pionnier à notre tour et d'une autre manière, celle évidemment ici qui correspond à chacun d'entre vous. Donc ça donne ici une forme de balise plus large qu'il est toujours important de ne jamais évidemment ici ignorer, et c'est cela aussi, mettre finalement notre intellect au service ici de notre intelligence. C'est-à-dire que oui, certes, il y a notre aptitude naturelle à peut-être comprendre le monde d'une autre manière que celle que l'on nous aurait probablement enseignée ou transmise, voire de se redébarrasser de ce que l'on nous a enseigné et transmis pour revenir à quelque chose qui est notre propre sens premier. C'est tout l'objectif ici lorsque vous suivez un parcours, mais il ne faut pas non plus redouter ou craindre d'aller s'inspirer ici dans le sens de compétence. Il y a toujours des choses que l'on peut développer. Néanmoins, et c'est ça ici l'intelligence, tout est question de choix, c'est-à-dire il ne faut jamais prendre les choses en l'état, il faut effectivement travailler à partir ici de ce dont vous avez besoin, de l'intérêt que vous pouvez y porter, sans nécessairement chercher à utiliser quelque chose pour valider ici un point de vue, mais vous laisser surprendre peut-être par d'autres points de vue qui rejoignent le vôtre. Et de fait, ici, utiliser, combiner avec vos propres besoins d'autres outils qui vous permettent tout simplement ici d'établir d'une part votre propre façon de concevoir la vie, donc votre propre vérité, mais également de pouvoir opérer ici de façon beaucoup plus concrète, et donc que chacune finalement ici de vos actions, de la plus grande à la plus petite, correspondent ici à ce que vous êtes. Et c'est cela aussi, créer une ouverture dans le sens le plus concret de la matière et s'intégrer dans une structure collective qui certes n'est pas évidente, mais chaque époque a eu ses avantages et ses inconvénients. Celle-ci est la nôtre, alors essayons simplement ici d'employer finalement cette structure collective, la mettre à notre service de la manière ici la plus juste possible. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle saura ici soutenir votre propre réflexion. J'ai hâte bien sûr ici de lire vos commentaires, et puis donc je vais vous retrouver pour pouvoir conclure ici le défi du Verseau
pour la seconde fois. Et puis, on se retrouvera pour ouvrir une nouvelle fois le défi ici du poisson, donc avec évidemment ici une autre grille de lecture que celle que nous avions eue ensemble il y a un an. On va essayer de travailler ensemble un nouveau point de maturité. Mais écoutez, dans l'intervalle, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!